Donc, sur scène, j'accueille pour le dernier retour d'expérience pour cette édition d'Expérience Day 3 invités sur scène. Christophe Léninger, donc DSI de B2P Web. Bonjour Christophe. Bonjour. Audrey Cayetano, directrice produit chez B2P Web. Bonjour. Et Carla Durand, consultante CRM chez ID Agency. Parfait. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui pour évoquer donc, ce retour d'expérience. On a décidé de prendre un angle un petit peu différent de ce qu'on a pu avoir sur les autres retours d'expérience, avec cet œil plutôt orienté sur la DSI, qui va être assez intéressant. On avait beaucoup de personnes de la DSI aujourd'hui dans l'audience qui sont venues à Experience Day et qui évidemment sont au cœur un peu des projets de transformation digitale, donc on l'a déjà évoqué dans les différentes tables rondes. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore B2P Web, si vous pouviez juste nous en parler un petit peu. B2P Web, c'est une société qui a été créée en 2006. C'est initialement une bourse de fret. On est leader sur le marché français et on déborde sur les pays limitrophes, Allemagne, Italie, Espagne. C'est 12 000 clients transporteurs. Donc la bourse de fret, c'est une mise en relation pour de l'échange de fret entre professionnels du monde du transport. Et on a donc 12 000 entreprises, 30 000 utilisateurs au quotidien, quasiment connectés de 9h à 18h toute la journée sur la plateforme. En 2015, on a créé JetTrans, c'est un service de gestion documentaire de documents légaux, donc la gestion de la compliancy. JetMove, traçabilité en 2017 et en 2020, on a sorti Protocol, une plateforme de dématérialisation des protocoles de sécurité. Donc nos clients sont vraiment des acteurs de la supply chain. Aujourd'hui, sur tous les produits, on a à peu près 30 000 clients et on fait à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 160 pour B2P et il y a un groupe, c'est à peu près 200 personnes en tout. Nous n'adressons pas les particuliers, c'est uniquement du B2B. Voilà, dans les grandes lignes. Du coup, par rapport à ce projet CRM dont on va évoquer aujourd'hui, quelles étaient un peu les problématiques initiales et le déclencheur du projet qui vous a invité à aller sur le CRM HubSpot ? Globalement, on travaille de plus en plus, notamment sur le produit JetMove, avec des industriels. Ces industriels-là nous sollicitent souvent sur les aspects cyber. Et l'outil CRM était un point de faiblesse chez nous. Donc dans le cadre de la certification ISO 27001, plus le côté RGPD, on a décidé de passer sur un produit du marché qui offrait ce niveau de garantie. Qui plus est, le CRM précédent était on-premise chez nous. Donc c'est nous qui l'infogérions, c'est nous qui développions les extensions manquantes. Enfin, il y avait beaucoup de boulot. L'idée, ça a été principalement ça. Le moteur était principalement celui-ci. Il y avait du coup aussi, j'imagine, au moment de ce changement, des enjeux en fait avec différentes solutions qui se proposaient à vous. Quelles étaient ces solutions et qu'est-ce qui a été retenu et pourquoi ? Alors historiquement, si on reprend dans l'histoire, en novembre 2023, j'ai sollicité un consultant qui se proposait de faire un peu une vision à 360 de tous les outils CRM par rapport à notre besoin. Les deux outils qui sont sortis, c'est Salesforce et HubSpot. Et on a choisi HubSpot plutôt pour le côté convivial de l'outil et simplicité, globalement. Et donc sur deux briques, Sales et Service. Les deux briques qui étaient majoritairement utilisées dans le CRM précédent, le Sales et Service, effectivement, oui. Si on parle maintenant un petit peu plus en profondeur du projet, c'est un projet qui a eu un déploiement sur l'année 2023-2024. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces étapes du planning et comment ça s'est déroulé ? Donc 2023, alors je dis 2023, mais je crois que c'est 2022 en fait quand on a fait la phase de consulting. 2022, donc fin 2022, on sollicite le consultant qui nous fait les deux propositions. Et puis ça allait très vite derrière. En janvier 2023, on a sorti le cahier des charges. HubSpot, enfin ID Agency a pris ça en main. En 3 mois après, on avait l'implémentation. Et puis on est passé en prod 6 mois après le choix, ce qui est totalement faux. On a mis 6 mois à se décider sur le produit. Donc de janvier 2023 jusqu'à juin 2023, ça a été en interne une course sans fin en est-ce qu'on prend l'un, est-ce qu'on prend l'autre. La direction générale qui n'était pas forcément moteur dans la volonté de changer de CRM, qui ne comprenait pas bien les enjeux.
Et finalement, on est arrivé en juin 2023 à prendre la décision de changer et de changer pour HubSpot avec Idea Agency. Il y a toute la phase ensuite d'intégration, là où on a fait beaucoup d'erreurs, puisqu'on a fait ce qu'a dit tout le monde, on prend un référent par service. Le référent, on a fait l'erreur de le laisser seul avec les équipes Idea Agency. Et on était parti on voulait quelque chose à ISO. C'est-à-dire qu'on sait qu'HubSpot fait beaucoup de magie. Nous, on ne voulait pas la magie, on voulait vraiment juste que ça réponde aux besoins initiaux, c'est-à-dire l'ISO 27001, le RGPD. Et nos référents ont participé aux réunions et plutôt que de dire comment fonctionnait aujourd'hui le CRM, ils ont inventé Monts et Merveilles. Donc avec de jolis BPMN, et quand on a vu ça, on a passé 3 mois à tout détricoter pour revenir à quelque chose de fonctionnel, parce qu'en plus, ils n'étaient pas bons, nos référents. Donc quand on parlait ce matin du choix de la bonne personne par service, il faut vraiment faire attention, et je pense qu'il faut les accompagner. J'entendais tout à l'heure que c'est les équipes IT en fait qui avait créé les BPMN. Je pense que c'est pas forcément une bêtise, parce que les utilisateurs en fait maîtrisent pas forcément les process et les processus. Donc ça a du sens au moins d'être présent pour recadrer les discussions, pour pas qu'il y ait trop de débordements, parce que nous c'est ce qui s'est passé. Pendant 3 mois, il y a eu des interviews, il y a eu des BPMN qui ont été créés, et quand on a pris la main, quand on est revenu sur le dossier, on s'est rendu compte que ça débordait dans tous les sens, quoi. Donc ça, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, on les a formés. Donc il y a eu l'intégration, bien sûr. On les a formés. On a fait une première phase de migration de la donnée. On leur a dit, allez-y sur la plateforme, testez, faites-nous remonter tout ce que vous voyez qui ne fonctionne pas, tous les oublis, tous les manques. Il y a eu une deuxième phase de migration, parce que la migration, c'est aussi un peu... Ça a été lourd pour nous. On a un historique de quasiment 20 ans d'utilisation de CRM avec 3 migrations successives. On a 150 000 entreprises sur l'outil, 250 000 utilisateurs en transaction. Sur notre ancien système, on était sur un système d'opportunités, offres, contrats. Donc là, on a tout migré sur une notion de transaction. Donc il y a eu quand même pas mal de mapping. Donc là, on est sur environ 55 000 transactions. Il y a aussi les tickets de support. Là, on était à plus de 150 000. On a migré, on a pris le parti de migrer l'intégralité des appels existants en CRM, l'intégralité des tâches, pour avoir vraiment tout l'historique sur le nouveau CRM. C'est un boulot monstre, avec du mapping vraiment dans tous les sens. Et donc, première phase de migration, on leur demande d'utiliser l'outil pour valider les données, pour valider aussi les écrans, pour valider le contenu des champs. Deuxième migration, donc là on repart à zéro, on remigre toute la donnée. Les retours étaient timides, et on est passé en prod. Donc juin 2024, enfin on est passé en prod, et là patatras, il n'y a rien qui marchait. Donc il a fallu courir et aller très très vite et être très agile. J'ai entendu beaucoup le terme aujourd'hui. C'est vrai. On a été extrêmement agile pour éviter les ruptures pour qu'ils puissent continuer à bosser. Et en 15 jours, c'était stabilisé, grâce à Idea Agency d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on demande aux utilisateurs de tester, mais ce n'est pas leur outil de prod, c'est un outil de test. Donc ils vont se connecter, s'ils se connectent. Ils regardent un petit peu, comme ça, rapidement, une fiche entreprise, une fiche contact, et puis, ouais, c'est bon, c'est tout bon. C'était pas bon. Voilà globalement quasiment 2 ans entre le début de la réflexion et la mise en prod, il y a eu quasiment 2 ans. L'architecture, du coup, aujourd'hui, une brique principalement donc CRM, qui permet donc de gérer toute la relation client, donc tu évoquais à l'instant. Quelques solutions métiers, notamment qui vont permettre de cette intégration entre les deux. Tu peux nous en parler un tout petit peu ? Aujourd'hui, on parle de CRM, mais pour moi, c'est quasiment notre ERP. C'est-à-dire qu'il y a le support, il y a le sales, il y a d'autres personnes aussi sur l'outil. C'est notre épine dorsale, le HubSpot. On a été obligé de le connecter à nos outils d'administration de la production. Donc ça s'est fait assez simplement, puisque c'était des connecteurs qui existaient déjà avec l'ancien CRM.
C'est un petit peu de développement, mais c'était pas c'est bien documenté et on a encore une fois bien été aidé par ID Agency. Donc ça a été assez rapide. Globalement, on a notre outil de traçabilité, JetMove, qui doit à chaque fois qu'il y a une demande de traçabilité, en gros, qui est effectuée sur la plateforme de production, on doit interroger HubSpot pour savoir si le client est facturable. Donc c'est un paramètre qui est interrogé et ça permet de taguer cette offre, enfin cette demande de traçabilité pour ensuite pouvoir la facturer. On a JetTrans. Donc JetTrans, c'est sur le principe d'invitation. Donc JetTrans, c'est la compliancy documentaire entre un donneur d'ordre et ses sous-traitants. Le donneur d'ordre nous fournit sa liste de sous-traitants et nous, on va convier tous ces sous-traitants à venir sur notre plateforme pour ensuite mettre à jour les documents. Et donc là, la plateforme de production va systématiquement créer les invitations dans JetTrans, ce qui fait que et le support et le commerce savent précisément qui a invité qui et peuvent avoir un suivi parce que sur les invitations sur HubSpot, on voit en plus si c'est en relance, si c'est fait, si tout va bien. Et c'est quasiment tout e-protocole. On a les invitations e-protocole, donc e-protocole c'est le même principe. J'ai un site, je dois faire signer, enfin je dois faire viser mes protocoles de sécurité par tous les transporteurs qui viennent sur ce site. Donc c'est sur le principe des invitations. Là, par contre, on n'est pas relié au site, mais on a un miroir quand même qui est fait à la main pour l'instant sur HubSpot. On pense même qu'on va le retirer. On a aussi relié notre IPBX, donc c'est du 3CX, assez classique, hébergé chez SFR, dans le cloud SFR. Et donc ça permet d'avoir la numérotation automatique directement depuis HubSpot, et puis ça permet de faire la levée de fiches sur un appel entrant sur HubSpot. On a un lab innovation de 5 personnes en interne et ils sont en train de travailler sur la transcription automatique des appels avec création d'un résumé et le sentiment en gros de l'appel pour le faire remonter sur HubSpot. Donc on continue à améliorer pas la solution parce qu'elle est déjà très bien, mais en tout cas on continue à se l'approprier et à rajouter des fonctionnalités. Si je peux me permettre aussi, on a aussi interfacé MyReport pour tout ce qui est BI, notamment pour la partie chiffre d'affaires des équipes commerciales, les objectifs. Et on a aussi un lien avec Jira pour la partie suivi des demandes d'amélioration des clients. Et pour le desk aussi, pour le support desk, pour le ticket niveau 2. Ouais, on est organisé en fait au niveau du support. Il y a le support niveau 1 qui est sur HubSpot. Le support niveau 2 est sur le desk d'Atlassian et en fait, il y a une connexion entre les deux qui va créer automatiquement le ticket si on l'assigne au support niveau 2 dans HubSpot. Et ce qui est intéressant aussi, tu as déjà évoqué quelques chiffres, c'est quand même un très fort volume de données qui circulent au sein du CRM, c'est ça ? Alors au niveau du CRM, je pense qu'en termes les plus gros volumes, alors les clients, les entreprises bien sûr, mais c'est 18 ans d'historique, donc on n'a pas 10 000 nouveaux clients par mois. C'est la somme de tout ce qu'on a eu en 18 ans qui fait qu'on est à 30 000 clients et 100 000 fiches entreprises. On aurait pu faire du ménage. Le commerce a décidé de ne pas le faire, donc on garde des gens qui sont marqués comme étant prospects, qui potentiellement sont fermés. Mais ils aiment bien garder la donnée. Je ne sais pas si vous connaissez ça chez vous, mais les contacts, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui sont certainement décédés, mais qui sont toujours dans la base. On ne sait jamais, ça peut servir. Les plus gros volumes, ça va être sur les invitations en JetTrans, où là, on est à plus de 350 000 invitations en JetTrans qui vivent. Donc, il faut les créer, et en plus, il faut qu'elles soient mises à jour, en fait. Donc là, c'est entre la plateforme de production et HubSpot. Quelques résultats qu'on voulait partager. Peut-être aussi après sur les apprentissages, Carla, intéressant aussi peut-être de revenir sur les process, quand même quelque chose qui aujourd'hui est un peu au cœur de notre activité et aussi qui est aussi marquant dans ce que disait Christophe. Si tu devais, toi Christophe, du coup, ou Audrey aussi, ressortir des points positifs par rapport en fait à ce projet, qu'est-ce que vous souhaitez mettre du coup en avant ? Clairement, par rapport à ce que je m'étais fixé moi comme objectif à atteindre, c'est-à-dire le respect du RGPD et de la cybersécurité pour l'ISO 27001, c'est atteint. On a le journal d'audit qui est...
On n'a jamais eu ça, nous, sur notre ancien CRM. C'est-à-dire qu'on est capable de voir que c'est tel utilisateur qui s'est connecté à telle heure, qui a fait telle modification de champ avec telle adresse IP. Enfin, en termes de traçabilité, on est parfait. Le respect des délais du projet, on a été bon. On a été extrêmement bon. On aurait pu déraper de 6 mois. Parce qu'on savait que c'était limite. Mais ce n'est pas parce qu'on aurait pris 6 mois de plus que le passage en prod aurait été meilleur. Les utilisateurs, encore une fois, tant qu'ils ne sont pas mis quelque part, en tout cas dans notre structure, j'entends, mis devant le fait accompli, ils ne vont pas utiliser l'outil. Donc aujourd'hui, les utilisateurs reviendraient difficilement en arrière. Il y a quand même des manques, mais ils reviendraient difficilement en arrière. La téléphonie, on pensait que ça serait une difficulté, ça ne l'a pas été du tout, ça a été extrêmement simple. Globalement, un des principaux pain points, c'était ma charge à moi, tant mentale que sur le métier, où systématiquement, la seule personne vers qui se tournaient les utilisateurs quand il y avait un problème sur l'ancien CRM, c'était moi. Et il fallait coder, et il fallait imaginer. Et alors que là, on a une équipe de 3 personnes, donc Audrey, Julien et moi-même, et les 3 sont capables, graphiquement quasiment, de rendre service à tout le monde, quoi. Justement, du coup, Audrey, peut-être sur le côté avec les utilisateurs, comment ça se passe justement maintenant sur l'aspect du déploiement, enfin à la base du déploiement CRM et aujourd'hui, du coup, dans la gestion des retours, en tout cas de l'alignement avec les équipes métiers. Comme disait Christophe, là aujourd'hui on est 3. Moi, petit à petit, je vais sortir du projet parce que bon, à la base c'est pas mon métier, ça m'intéressait beaucoup et j'avais l'avantage aussi de connaître, on va dire, les process métiers de la plupart des équipes. Donc c'était un travail qu'on a fait, un projet qu'on a mené avec Christophe et Julien pendant quelques mois. Donc là aujourd'hui on est organisé, on a mis en place, moi je crois qu'on le voit après, on a mis en place un desk pour que les utilisateurs prennent le réflexe de créer une demande et que ce soit géré plutôt par Julien au premier niveau et Christophe en deuxième niveau si besoin. Et moi sur certains aspects, parce que j'interviens quand même encore sur certains ajustements de la CRM, mais pas au niveau données, mais typiquement les offres, les contrats, les produits, c'est moi qui gère ça aujourd'hui dans la CRM. Aujourd'hui, on a passé, je vous avoue que pendant une grosse période, ça a été un peu compliqué quand même à faire basculer les utilisateurs. L'outil quand même conduit du changement. On n'a peut-être pas, nous, assez préparé le terrain en amont où on nous a demandé d'intégrer les métiers au départ pour les embarquer dans le projet, mais ils ont eu du mal à se projeter sur l'outil et comme disait Christophe, ils ont fait un peu la lettre au Père Noël et le concret, en fait, ils passaient plutôt à côté. Donc on a dû recadrer et peut-être on le verra dans les points négatifs, on a dû quand même lutter pour faire adhérer au départ. Aujourd'hui, de manière globale, la satisfaction est bonne. On sent que l'outil est quand même plus moderne en termes d'outils. Il y a pas mal de choses que ne faisait pas l'ancienne CRM, notamment les liens avec les réseaux sociaux. Enfin, on voit qu'il y a quand même un outil qui est plus moderne et qui permet, enfin, là encore aujourd'hui on le voit, d'être plus dynamique, d'automatiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va dire qu'on a réussi à être à ISO sur l'ancien outil. L'étape 2, ça va être de commencer à implémenter maintenant les bonnes choses, les choses plus modernes pour vraiment qu'ils puissent vraiment capter l'intérêt vraiment de l'outil. Ça a été vécu quand même comme une contrainte par beaucoup d'utilisateurs au départ. Nous, l'outil, encore une fois, comme disait Christophe, c'est l'outil central, c'est l'outil sur lequel se connectent nous, nos collaborateurs au quotidien, du matin au soir. Donc, quand il faut chercher une information, là où avant ça prenait 2 secondes parce qu'ils savaient exactement où c'était. Bon, il y a eu un temps d'adaptation. Et peut-être qu'effectivement l'outil aussi, je trouve qu'il permet beaucoup de personnalisation. Typiquement la personnalisation par équipe des fiches, ça je pense que ça a été une erreur de notre part. Parce que du coup, oui mais je comprends pas, lui il voit pas la même chose que moi. Oui parce que tu n'es pas dans la même équipe et en fait ton responsable a décidé de le personnaliser comme ça. Donc ça c'est des choses auxquelles on pensait bien faire et en fait c'était une erreur. On aurait dû leur laisser tous le même écran comme ils avaient avant. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais dans l'ensemble...
ils reconnaissent quand même que l'outil est plus moderne que l'autre et qu'on va pouvoir aller plus loin dans les automatismes. Là, on commence ça y est, à avoir des responsables qui se disent, bon, ok, on a passé, au bout d'un an quand même, on a passé la vague et ils commencent à se projeter. Et ça, c'est bien. Et du coup aussi, Christophe, tu mentionnais dans les points négatifs aussi, difficulté à mesurer les gains de productivité. Ça, c'est quelque chose qui... On va y venir après, je pense, sur l'étape d'après. Aujourd'hui, on a un système à ISO. Je ne vois pas comment on pourrait avoir des gains avec un système à ISO. Donc, c'était entendu chez nous. Hein, on n'attendait rien de particulier sur cette première version, puisqu'on offrait exactement la même chose aux utilisateurs. La première version, c'était uniquement pour combler les manques RGPD et cyber de l'ancienne version, de notre ancien outil. Avec ce qu'on va commencer à mettre en place, là, je pense qu'on va pouvoir mesurer des gains. Là, aujourd'hui, clairement, alors déjà, la situation économique de nos clients n'est pas forcément fabuleuse, donc avoir 5% ou 3% de vente en plus, ça serait très étrange. Là où on va, je pense, pouvoir observer un gain plus tard, c'est quand on intégrera la notion de signature électronique, où on n'aura pas plus, mais on aura plus vite. Et ça, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui, il y a certainement des contrats qui restent lettres mortes parce que manque de suivi, parce qu'on est encore sur du papier qu'il faut signer, qu'il faut renvoyer. Enfin, il y a il y a trop de jalons qui font que le document peut être stoppé. La signature électronique, normalement, devrait accélérer tout ça et peut-être, à terme, nous ramener un peu plus de chiffre d'affaires. Et tu mentionnes également quelques frictions liées aux limitations d'HubSpot. Ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps ? Alors, la principale limitation, s'il devait y en avoir une, c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas vu. Je pense qu'il n'y a aucun CRM du marché qui n'intègre pas une vision calendaire des tâches, des rendez-vous, des appels. Ça, on ne l'a pas anticipé. Quand on a pris HubSpot, on s'est rendu compte en fait que c'était juste un connecteur vers une synchronisation vers Google Agenda, Google Agenda ou 365. C'est dommage. On a vu que c'était très demandé dans la communauté HubSpot, mais pour l'instant, c'est pas pris en compte. J'ai entendu cet après-midi que des gens avaient initialement développé un produit justement de planification. Oui. Et ils ont pris HubSpot et ils ont développé, ou ils sont en train de développer un connecteur pour alimenter leur outil de planification. Nous, on est en train de faire la même chose en fait. On est en train de développer un agenda. Okay. Ce qui est un peu dommage pour quelque chose qui, globalement, est intégré dans tous les outils CRM. C'est vraiment quelque chose qui manque. Alors, on a aussi un manque fonctionnel par rapport à la géolocalisation des sites, des entreprises, où on passe par Geomapper. Il y a quelques petits couacs, mais je pense qu'avec le rachat par HubSpot, ça devrait être largement amélioré. Maintenant, passons aux apprentissages, car là, peut-être pour démarrer, c'est un enjeu, on l'a vu, et Christophe en a parlé, notion de process qui sont hyper importants. Je sais que depuis que je travaille avec les équipes d'IDEA et avec toi, on en a souvent parlé. C'est quoi l'enjeu des processus, justement ? On en a aussi souvent parlé dans les Rex aujourd'hui. En quoi c'est essentiel, capital dans la réussite d'un projet CRM et qui a pu manquer peut-être au départ avec BTP, qu'on a pu rattraper par la suite? Oui, alors déjà, les process, c'est quelque chose qui intervient dans la phase de cadrage et Louvre met un point d'honneur qui est à respecter et à prendre du temps sur cette phase de cadrage. Parce qu'un cadrage qui est rushé ou qui est mal fait, c'est des temps d'implémentation ensuite pour faire par la suite. Et dans cette phase de cadrage, on n'a qu'à modélisation des process par le début de la journée. Et effectivement, c'est placer curseur entre revoir les process actuels, définir des process cibles et à quel moment on inclut les utilisateurs finaux parce qu'en fait, les process viennent des métiers. Et du coup, à quel moment on inclut ces utilisateurs-là? On a fait le choix de les inclure très vite dans la modélisation des process. C'était peut-être pas des personnes assez matures pour ça. T'as peut-être pas eu la bonne pédagogie, la bonne approche aussi. Il aurait peut-être fallu plutôt passer par un ici. Et c'est vrai, comme le disait Audrey, ça a été un peu leur liste de compte de tout ce qu'ils voulaient faire dans un monde idéal, chose qui n'était pas forcément possible.
Et on en a parlé aussi ce matin, tout l'enjeu, standardiser les process, parce qu'on change déjà d'outil. Il faut quand même regarder des types de refaire. Et donc, du coup, standardiser le pas, puis créer une usine à gaz, c'est quelque chose qui est à privilégier dans un premier temps. Donc, on a voulu embarquer très vite les utilisateurs finaux. On a voulu les écouter pour coller au plus à leurs besoins et que ça leur convienne. Mais effectivement, il peut aussi simplifier, rationaliser ces process ciblés. Et ça répond à la question, qu'est-ce que vous changeriez pour favoriser si c'était à refaire? Je pense que là, Carla a donné un élément déjà de réponse. Aussi intéressant, et ça c'est quelque chose que moi j'entends aussi régulièrement quand on échange avec nos clients, un outil HubSpot qui est moins souple que Salesforce, mais qui du coup permet justement de structurer ses process et de ne pas partir dans tous les sens pour avoir derrière une usine à gaz. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi, Christophe? Tu as dit permet par politesse, c'est oblige. Oui, mais par contre, c'est très intéressant parce que ça oblige à réfléchir et à revenir sur ce qui existe et ce qui a été mis en place depuis 15-20 ans. Donc, oui, c'est très intéressant. Je pense qu'avec un outil plus souple, on aurait repris exactement le même mode de fonctionnement que ce qui existait déjà et on n'aurait pas progressé. Ça a permis de progresser quand même. Moi, je temporise un peu la chose. Moi, j'ai trouvé qu'HubSpot, par contre, il avait un petit manque de personnalisation sur les objets. Typiquement, quand on est sur une fiche entreprise, qu'on a les contacts à droite, bon, nous, on travaille avec des entreprises qui peuvent avoir 20, 30, 40 contacts. Donc, des fois, l'affichage, il n'est pas forcément adapté. On a aussi les cartes, on ne peut pas personnaliser le nombre de champs, on est limité à 3 champs de mémoire à afficher. Alors, il y en a un qui va dire, moi, je veux le téléphone, il y en a un qui va dire, moi, je veux le SIRET, il y en a un qui va dire, moi, je veux le fax, un qui va dire, je veux la fonction. Bon, là, il faut arriver à mettre 40, 60, 80 personnes d'accord sur ce qu'on souhaite mettre. Nous, c'est vrai que l'ancienne CRM, c'était un outil qui était assez souple en termes d'affichage. Alors, c'était stricto rigide en termes d'affichage. On était plutôt sur un formulaire ligne et 2 colonnes. Mais par contre, on pouvait rajouter autant d'informations, typer autant d'informations qu'on souhaitait. Par exemple, une tâche, nous, on avait des types de tâches. Donc, et on avait différents champs liés à une tâche qui nous permettait vraiment de personnaliser l'activité. Là, on s'est retrouvé à devoir définir des listes d'attente, des files d'attente, pardon. Sauf que moi, typiquement, en tant qu'administrateur, j'étais limitée à 12 items. Donc, quand j'avais atteint les 12, bon, Christophe, tu peux créer le 13e. Quand Christophe avait atteint ses 12, ben, Julien, tu peux créer. Voilà, je ne sais pas comment on va faire un jour. Hein. Bon, on va être bloqué. On va être bloqué. Il y a des petites choses comme ça où on est bloqué alors que c'est un outil qui est quand même assez puissant en termes de workflow, de personnalisation. Et sur des petites choses comme ça, moi, on a trouvé ça un peu dommage. Et donc aussi, hein, on a évoqué souvent donc, ces enjeux de conduite du changement. Tu en as parlé déjà beaucoup, notamment toi, Christophe. Moi, il y a un élément qui me semble assez capital, dont on a peu évoqué aujourd'hui aussi, et je suis content que tous les deux vous soyez là aussi pour ça. Sur l'alignement entre les métiers et la DSI, c'est quelque chose aujourd'hui qui est capital dans beaucoup d'entreprises. Comment on arrive à mieux s'aligner avec une DSI quand on est un directeur commercial, marketing, service client? C'est quoi un peu toi aujourd'hui avec ton expérience, notamment Christophe, comment on arrive à mieux communiquer ensemble, à mieux partager ses besoins et tout simplement avoir un discours ensemble qui permette de faire avancer les choses? J'ai pas la recette magique. Je n'ai pas encore trouvé la solution ultime à ça. On a commencé à mettre en place des points réguliers avec l'ensemble des responsables de l'entreprise pendant la phase d'implémentation et la phase de migration. Ça reste compliqué parce que son métier, c'est pas l'informatique. Son métier, enfin en tout cas chez nous, les métiers ne sont pas des spécialistes des processus. Leur métier, c'est de vendre. Ils vont tout faire pour vendre, mais c'est pas forcément procéduré. Donc leur demander, tiens, comment tu travailles, explique-moi comment tu travailles, et je vais améliorer l'outil, ils sont un peu pris de court. C'est en ça que c'est plus à l'IT de s'imprégner du métier, de comprendre les enjeux du métier, de comprendre comment il fonctionne,
pour arriver à en déterminer le processus. Et je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire. C'est vraiment une erreur de notre part, hein. On aurait dû écrire les BPMN et puis ensuite rencontrer le métier en disant voilà, j'ai fait le BPMN, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça ressemble à ce que tu fais? Et là, on serait allé beaucoup plus vite et on les aurait embarqués aussi beaucoup plus. Parce que là, malheureusement, ils ont inventé des... Alors qu'on avait dit au départ, c'est ISO. On fait une migration à ISO. Et ils ont inventé des choses. Et quand on leur a dit, mais non, mais ça, c'est pas possible, c'est pas maintenant, bah, ils ont été super déçus, quoi. Donc les embarquer, ça a été encore plus compliqué. Il y a peut-être aussi, en fait, on a fait les interviews service par service, mais en fait, chez nous, les process, ils sont très imbriqués, c'est-à-dire que ça passe du commerce à l'ADV, ça peut revenir au commerce, après ça peut aller au service client, enfin, les process. Et c'est vrai que des fois, on s'est retrouvé avec... on parlait tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure l'expérience où on a justement reposé à plat les process pendant l'implémentation. Ça aurait pu être bien, mais en fait, quand on a vu le chantier que c'était, on a dit, oulala, il va nous falloir un an de plus si on veut tout reposer à plat. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a recadré rapidement on part ISO, parce que si on doit reposer et optimiser les process, c'est vraiment un chantier à part entière chez nous, quoi. Une question intéressante qui rejoint peut-être ça, c'est, même si on en a déjà parlé, peut-être revenir sur le rôle de l'intégrateur. Du coup, là, pour IDagency, tu as souvent évoqué, grâce à IDagency, comment justement un intégrateur permet de remettre un petit peu les choses à plat, de vous redonner un peu le sens, un peu la bonne direction à prendre. Quel a été le rôle justement dans ce projet-là spécifiquement d'IDagency par rapport à ça? Déjà, c'est une personne tierce, neutre, il n'y a pas d'enjeu. Et si ça va pas, elle peut dire ça va pas. Alors que si c'est moi qui le dis, c'est pas vécu de la même manière. Carla est arrivée avec l'expérience d'HubSpot, quoi. Donc elle savait les limites. J'imagine pas la première implémentation. Donc il y a déjà du vécu. Ce qu'on demande, c'est pas non plus la lune. Peut-être qu'on le demande mal, donc là, il y a du recadrage, mais ensuite, une fois qu'on s'est entendu sur ce qu'il faut faire, c'est fait, c'est rapide, quoi. C'est compris très vite et c'est fait très vite. Peut-être, oui, Carla, le rôle du consultant aussi, là, oui, qui est intéressant. Ce que tu disais, Christophe, c'est qu'on est une personne à part, mais c'est tout l'enjeu d'arriver à se projeter dans les métiers, de comprendre les problématiques de personnes qui vivent ça au quotidien. Nous, c'était la première fois qu'on apprend le DOBBL, les problématiques propres l'industrie de transport. Donc c'est aussi se projeter et comprendre. Et on en discutait tout à l'heure, Audrey. Maintenant, vous avez des utilisateurs qui vont automatiquement continuent leur liste Père Noël. Et en fait, c'est tout l'enjeu de comprendre pourquoi ils demandent ça et pourquoi ils commandent la dans Néliane, le chambre au côté. Il faut comprendre là pourquoi et se projeter pour arriver à très vite voir si effectivement c'est utile ou pas et comprendre. C'est vraiment se mettre à la place des métiers. Challenger, quoi, vraiment challenger. Du besoin. Tout en se projetant, en ayant la connaissance technique de l'outil, voir si ça peut le matcher. Et aujourd'hui, donc là, comme on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, donc il y a la mise en place d'un desk sur Atlassian qui permet justement de faire remonter toutes ces demandes, toute cette belle liste au Père Noël, comme tu dis, Carla, et d'avoir ce point de vue hebdomadaire. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour vous dans l'organisation et dans la manière d'avancer, et ça vous projette donc sur l'après, c'est ça? Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Et alors, le desk a deux objectifs. Le premier, c'est faire évoluer le produit, rajouter un champ. Alors, systématiquement, il faut poser la question à celui qui a demandé à rajouter un champ, qui va enrichir le champ, parce que lui, il veut le voir, mais c'est pas forcément lui qui va le renseigner. Donc, ça n'a peut-être pas de sens de le rajouter. Donc, à chaque fois, il faut questionner pourquoi tu veux ça, qui va le renseigner, à quoi ça va servir. Et puis, il y a les bugs qui peuvent arriver, notamment, on l'a vu sur des devis, enfin, sur les PDF générés, où il y avait des décalages. Enfin, il y a toujours des petits bugs. Donc là, le Julien est le point d'entrée. Et il va recevoir soit des demandes d'amélioration, soit des demandes de correction de bugs. La suite va arriver, notamment, je parlais tout à l'heure de la signature électronique. Mais comme l'a évoqué Audrey, chez nous, rien n'est simple. Et donc, le commercial va faire passer le dossier à l'ADV, qui va potentiellement le faire passer au service client, qui va le faire remonter à l'ADV. Enfin,
Les process, pour l'instant, sont ISO quasiment. Et donc, il va falloir revenir dessus et donc mettre tout le monde autour de la table pour dire comment on peut simplifier tout ça pour pouvoir mettre en place ce que tu demandes, toi, depuis des mois, des années, la signature électronique. Parce que tu le demandes, c'est très bien, mais ton process ne marche pas pour la signature électronique. Donc, voilà, on va devoir remonter des groupes de travail pour revenir sur ce genre de sujet et pouvoir faire avancer le produit. Et l'idée aussi, c'est de faire avancer aussi sur d'autres équipes en interne chez B2P Web. Là, je vois mentionner HubSpot sur l'aspect marketing, peut-être Audrey, parce que avec Christophe, il ne faut pas trop parler par marketing, d'après ce que j'avais compris. Mais non, peut-être sur les enjeux des autres équipes. Maintenant, il faut essayer d'embarquer, d'aligner un peu tout le monde sur cette même donnée et sur cet alignement dont on a évoqué aussi ce matin, qui est très important. C'est ça, le marketing aujourd'hui, il utilise la CRM HubSpot, mais juste pour un export de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est MyReport qui vient faire un report sur les données de la CRM. Donc elles importent ça dans Brevo pour gérer les campagnes emailing, avec les limites que ça a, bien entendu, pour tout ce qui est des inscriptions. Je vous passe tous les détails. Donc là, c'était l'étape suivante, de commencer à travailler sur l'implémentation du hub marketing et d'aller sur toutes les belles fonctionnalités qu'on a pu voir tout au long de la journée pour optimiser tout ça. En fait, on a l'impression d'avoir une Rolls et d'avoir entre les mains au quotidien une Renault 5. Là, on se sert très bien du sales, du service, mais c'est vrai qu'HubSpot n'est pas forcément très connu pour ça. Par contre, sur le marketing, nous, on peut mieux faire. Et justement, car là, c'est un enjeu, cet alignement des équipes, tu vois dans les projets que tu accompagnes en dehors, très important, on l'a évoqué avec InfoLégal aussi, c'est là où toute la puissance d'une plateforme unifiée permet justement à toutes ces équipes de mieux collaborer ensemble au quotidien. Oui, complètement. Et tout cet alignement, lui, il passe par l'outil, mais il passe aussi par les humains. Il compose ces différents pôles. Et maintenant qu'on a une structure qui est saine et qui fonctionne bien avec le CDS service, on va pouvoir ajouter cette brique-là. Ça n'aurait peut-être pas fait sens de faire à l'inverse, parce que là, maintenant, on est capable de venir ensuite recueillir, traiter ces leads et se mettre d'accord sur ce traitement-là et avec des commerciaux qui utilisent HubSpot correctement, ou qui comprennent, et il faut avoir avec Margitsu qu'est-ce qu'il peut faire pour recueillir des mots leads avec la bonne qualité de données nécessairement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Peut-être moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir aujourd'hui cet apprentissage de l'erreur avec les utilisateurs. Est-ce que vous avez mis en place des nouvelles choses autour de l'adhésion? Est-ce qu'il y a des formations qui sont menées? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs au sein de l'entreprise qui utilisent bien la plateforme et qui vont partager après à d'autres? Il y a des choses comme ça que vous avez mis en place? Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt en lien avec les responsables d'équipe qui centralisent les demandes de leurs collaborateurs. Enfin, du moins, pendant la période, depuis la période pré-post-production, on a fonctionné comme ça. Là, on a mis en place le desk. Et c'est ce que je disais à Christophe. Je pense que nos utilisateurs sont pas assez curieux aujourd'hui pour aller voir toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir, les nouveautés tout à l'heure, HubSpot qu'on a pu voir, et à nous de les acculturer un petit peu sur le fait d'essayer de continuer à déjà être en veille sur les outils. Je pense qu'aussi que on n'a peut-être pas, nous, les vrais process. L'outil de CRM qu'on a aujourd'hui, on l'utilise comme on utilisait notre ancienne CRM, en gros. Et je pense qu'une des étapes qui pourrait être intéressante, c'est maintenant qu'on a un outil qui permet de faire des choses plus intéressantes que d'aller chercher sur la carte pour voir tous les clients qui sont à côté. Mais il va falloir qu'on les forme parce qu'ils n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'upgrader nos équipes sur le fonctionnement et d'utiliser la vraie puissance de l'outil, quoi. Oui, c'est ce qu'on parle du hub marketing, mais je pense que le sales, il y a des choses à faire. On a une question justement sur l'approche en sprint qui aurait été peut-être plus pertinente pour délivrer de la valeur progressivement aux utilisateurs finaux. C'est quelque chose qui aurait pu être possible avec B2P Web? Moi, je pense pas, parce que si on dit en sprint, c'est-à-dire qu'on livre d'abord le commerce, après le service client. Non, nous, l'outil, et d'ailleurs, on l'a même vu quand on a commencé à leur demander de tester. Ils avaient leur outil d'un côté. Mais il faut tout saisir en double. C'est quand même assez chronophage, et on n'aurait pas pu mettre en place une seule partie. Il fallait que tout soit en prod direct. Non, mais même en réfléchissant très très fort, je vois pas comment on aurait pu faire.
globalement, on n'a pas fonctionné en sprint, mais ça aurait pu se comparer à ça. On a d'abord travaillé sur l'entreprise contact, mais par contre, ça concernait tous les services de l'entreprise. Et ensuite sur les invitations, et ensuite sur les modules custo, quoi. Donc on peut ramener ça à du sprint, mais je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus en termes de découpage, quoi. Oui, là on a été vraiment dans un projet cycle en V classique. Et je suis d'accord avec Audrey et Christophe, le sprint il relève d'autres problématiques après, effectivement quelle équipe, quel BU on priorise, pourquoi on migre d'abord une certaine équipe. Là on est dans des process où toutes les équipes sont liées, il y a pas mal de ping-pong, donc c'est pas évident de déterminer ces sprints-là. Par contre, quelque chose qui est sûr et qu'on observe quand on a une très longue phase de cadrage et ensuite une très longue phase de déploiement, c'est qu'il faut être capable de revenir sur des éléments qui ont été cadrés plusieurs mois en avant. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé, il y a des demandes qui peuvent arriver, donc il faut être capable de se souvenir de ce qu'on a décidé il y a 6 mois, pourquoi on l'a décidé comme ça. Donc on aurait pu adapter ça à autre chose, et effectivement, on a choisi d'abord de se concentrer sur certains objets, mais un sprint vraiment à proprement parler, ça demande pas mal d'agilité. Super. Merci à tous les trois pour votre retour d'expérience. Merci. On peut vous applaudir du coup, et un grand merci. C'était super intéressant d'avoir votre vision.